Alors, j'ai une seule slide. Donc ça va aller, tout va se passer sur ces 3 cercles que vous voyez. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Arnaud Pons, je dirige un think tank. Donc un think tank, que vous ne sauriez pas ce que c'est un institut de recherche en sciences politiques qui participe à la production des décisions politiques et publiques, qui va jusqu'à la rédaction des lois pour le gouvernement ou la Commission européenne. Et nous sommes dédiés aux enjeux du numérique, et particulièrement de la souveraineté numérique. Nous sommes le think tank qui est à l'origine de l'amende de 2,5 milliards contre Google Shopping et à l'origine de la taxe GAFA, pour vous donner un peu l'ordre d'idée de l'impact que nous avons, pour vous citer que ça. Dans les membres du conseil d'administration, je vous laisserai regarder le site si ça vous intéresse. Il y a le patron de la Caisse des dépôts, le patron de BPI France, des PDG de grandes entreprises, des anciens ministres, des conseillers comme Alain Minc et d'autres et tout, je ne vais pas faire la liste. Là, aujourd'hui, je vais vous présenter ces 3 cercles qui sont en fait l'issue des travaux du think tank l'année dernière. On a publié un ensemble de publications qui étaient dédiées à la définition de ce qu'est un numérique de confiance, donc les enjeux de souveraineté. Et on a publié le cloud de confiance, qui était une commande de Bercy. On a publié l'IA de confiance, qui était une commande de Matignon, du SGPI, c'est-à-dire France 2030 aujourd'hui. Data de confiance, au mois de septembre, qui est davantage concentré sur les enjeux vous savez, sur la régulation en cours du Data Governance Act, Data Act, donc tout ce qui est enjeu de data sharing, tous les enjeux de partage de données avec les data space dans le cadre de Gaia X, si vous connaissez ce sujet-là. Et à l'issue de ces travaux-là, en fait, on a essayé de définir ce qu'est le numérique de confiance à travers ce schéma qui paraît très simple, mais qui est le fruit de plus d'1 an de travail et de plusieurs publications. Alors, ce que vous avez sous les yeux, on va commencer par la partie haute, c'est le marché, ce que vous avez en bleu foncé. C'est le marché du numérique, le marché qui aujourd'hui est trusté par ce qu'on appelle les big tech, donc les GAFAM, BATX, ces grandes plateformes étrangères qui aujourd'hui monopolisent le marché, vous savez, jusqu'à 90% sur certains marchés, 75% sur le cloud, par exemple, dont on vient de parler, avec les hyperscalers. Pourquoi est-ce qu'ils ont trusté ce marché? Pourquoi est-ce que, dit autrement, il n'y a pas de GAFA en Europe? C'est parce que ces grandes entreprises maîtrisent les 2 lois du numérique, que sont les lois de Moore et les lois de Metcalfe. Je préfère les préciser ce que sont ces 2 lois, parce que je sais que d'expérience, malheureusement, on ne connaît pas ces 2 lois, et c'est ce qui explique pourquoi en Europe, on n'est pas très bon en numérique, c'est que c'est difficile de maîtriser un sujet quand on ne connaît pas les grandes lois qui sous-tendent. Donc la loi de Moore, c'est le fait que les microprocesseurs doublent en capacité tous les 2 ans. Et c'est ce qui fait que dans l'informatique, depuis les années 60, on voit bien qu'il y a une capacité qui double, ce qui fait que soit les prix sont divisés par 2 tous les 2 ans, soit ils augmentent, mais ça revient au même. Il y a donc une augmentation non-stop des capacités informatiques. Se traduit très bien sur le téléphone mobile. Hein. On a vu entre le lancement de l'iPhone et jusqu'à maintenant, à chaque fois, il y a une augmentation de la capacité et une augmentation du prix. Après qu'Apple décide de garder un prix haut, ça c'est autre chose, mais vous voyez bien chez les concurrents qu'il y a un prix qui mécaniquement baisse. C'est ce qui explique aussi aujourd'hui ce que ChatGPT a eu aujourd'hui dans une exponentielle. C'est parce que justement la capacité double tous les 2 ans, et c'est pour ça qu'on n'en est qu'au début des surprises avec ChatGPT. Ça, c'est la partie gauche. Alors, pourquoi est-ce qu'en Europe, on n'est pas très bon sur la loi de Moore? C'est parce que ça dépend d'une capacité à investir, capitalistique, et qui a un ratio, vous savez, de 1 à 30 entre les investissements entre un pays européen et les États-Unis. Donc, ça, c'est ce qui explique qu'on a toujours du mal à rattraper le gap de retard qu'on a par rapport à eux. La partie droite, vous voyez bien la même chose que moi, oui, droite. La loi de Metcalfe. La loi de Metcalfe, c'est l'effet de réseau. Donc la valeur d'un réseau est égale au carré du nombre d'utilisateurs. Donc là, c'est ce qui explique les réseaux sociaux, pour ne citer que, ou Airbnb ou Uber. C'est-à-dire que ce sont des plateformes qui font du matching entre l'offre et la demande, qui ne sont propriétaires de rien, ni de voiture, ni d'appartement, ni quoi que ce soit, mais qui, en revanche, sont en capacité de créer un réseau et passer un effet de palier. Eh bien, ce réseau devient incontournable. C'est le cas de, par exemple, Facebook. Même s'il y a un scandale comme Cambridge Analytica, on ne quitte pas Facebook pour une raison simple, c'est que si on quitte Facebook, on va où? On va sur un réseau social, il faut repartir à zéro, refaire son réseau, chercher les personnes, etc. Donc c'est ça la force du réseau. Quand vous allez chez Uber ou Airbnb, c'est parce que vous avez un réseau important d'utilisateurs. Et au croisement des 2, vous avez l'intelligence artificielle, puisque l'intelligence artificielle, c'est une capacité algorithmique, donc mathématique, donc la loi de Moore, croisée avec des données, le big data, donc l'effet de réseau, parce que c'est l'effet de réseau qui permet de produire des données. Donc au croisement des 2, vous avez l'intelligence artificielle.
Le cercle orange que vous avez en bas, c'est là où l'Europe se réveille enfin. C'est qu'ils ont décidé de siffler la fin de la récré, de dire voilà, on va un peu stopper, endiguer ce monopole de ces big tech avec la régulation. Parce que jusqu'à présent, à la place du cercle légal, c'était le cercle free, la free au sens libre, ouvert, etc. Et c'était la culture américaine qui imposait le fait que, il fallait que ça soit ouvert au maximum, que ça soit gratuit. Et surtout, free, ça voulait dire, vous connaissez tous la maxime de Lance Lessig, code is law, ça voulait dire que au-dessus des lois, au-dessus des États, il y avait le code. Code is law, c'est une façon de dire fuck à l'État. C'est une façon de dire tes lois, on n'en veut pas. C'est la logique libertarienne américaine de la Silicon Valley. Donc l'Europe a mis 20 ans, mais s'est réveillée et met en place un package réglementaire aujourd'hui au niveau européen, dont vous avez certainement entendu parler, DSA, DMA, DGA, DA, AI Act, Cyber Act. Donc DSA, c'est Digital Services Act, c'est la régulation des contenus, la responsabilité des contenus. Digital Market Act, c'est justement les abus de position dominante, la dimension concurrentielle de ces plateformes. AI Act, intelligence artificielle, Cyber Act, et surtout, pour moi, les plus intéressants, DG Act, donc Data Governance Act et Data Act, qui viennent réguler la data, parce que vous parlez beaucoup de data depuis tout à l'heure. Et donc les grands enjeux de la data, c'est, si je résume la data stratégie européenne qui a été voulue par Thierry Breton, c'est de dire il faut partager un maximum les données, il faut qu'on pousse le marché à partager les données, parce que les données, soit elles sont centralisées, donc c'est centralisé par qui? Par les big tech, soit elles sont partagées, donc il faut qu'on pousse le marché à partager les données. C'est pour ça que, en plus des libertés de la circulation des biens, des personnes, enfin la liberté de la circulation classique de l'Union européenne, maintenant il y a la liberté de circulation des données. Et donc le Data Governance Act est là pour pousser les filières économiques, les entreprises, à créer des data spaces, à partager les données par filière ou sur des use cases transversaux. En tout cas, c'est tout l'enjeu de la stratégie européenne. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une régulation offensive. Autant DSA, DMA, c'est très défensif. Ça vient à moderniser la directive de 2002 sur le e-commerce, et il était temps parce qu'évidemment, elle était complètement désuète. Donc là, c'est un peu défensif. C'est comment diminuer un peu les abus de position dominante des big tech. Autant DGADA, c'est beaucoup plus offensif. C'est comment est-ce que on arrive à créer les conditions d'un marché à travers le partage des données. C'est pour ça que c'est très important. C'est pour ça que nous, on évangélise beaucoup sur cette question-là et on participe encore beaucoup auprès de la Commission européenne sur la traduction opérationnelle de ce Data Governance Act à venir. La traduction opérationnelle passe notamment par le Gaia-X, parce que vous n'entendez pas le Gaia-X, donc c'est la dimension opératoire du Data Governance Act, c'est s'assurer qu'il y ait une interopérabilité des données, notamment entre les clouds, mais pas que. On dit souvent Gaia-X, c'est le cloud européen souverain, c'est pas du tout ça. Ça, c'était une traduction dans les médias et ça reste comme un boulet au pied de la perception de Gaia-X en France. C'est pas du tout comme ça qu'on en parle en Europe, à commencer en Allemagne. C'est le Gaia-X, c'est le data sharing. C'est comment est-ce qu'on crée les conditions de partage des données par l'interopérabilité. Ce n'est rien d'autre que ça, Gaia-X. Donc voilà pour les grandes étapes. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi j'avais prévu, on m'avait dit que j'aurais une session de questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je peux durer des heures. Mais ouais. Voilà, vous allez nous entendre comme ça, Arnaud. Alors, oui, on se retourne vers eux. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Il répond à toutes les questions. Allez-y franchement. Bon, si vous avez été trop clair. Bon, soit j'ai été trop clair, soit très chiant. Non, trop clair. Trop clair. Okay. Du coup, je laisse le temps qui reste. Merci à vous. Merci à vous, Arnaud Ponce. Merci pour cette présentation.